on est tous doués de quelque chose. Il n'y a personne qui est né sans un talent. Mais quelquefois, ça prend du temps pour certains de pouvoir connaître ce qu'ils sont. Et ça prend peut-être moins de temps à d'autres. Mais ce qui est important, c'est de s'asseoir pour savoir ce qu'on sait et ce qu'on sait faire. Et quand tu sais ce que tu sais faire, il faut que tu le fasses bien. Et que tu le fasses bien pour que tu sois relevant, comme on peut dire. Percutant. Percutant. Parce que si ce n'est pas ça, donc tu passes inaperçu. On a le directeur général de Maraphone, en fait, qui est un fabricant de téléphones mobiles rwandais. Et donc, je laisse la parole au directeur général. Merci et ravi d'avoir fait connaissance. Nous sommes fabricants du cellulaire Mara depuis pratiquement 45 jours. Je vous montre juste le téléphone. Qui en fait, c'est celui-là. On a commencé au mois d'octobre avec la première usine au niveau du Rwanda et la deuxième usine en Afrique du Sud à Durban. Mais justement, la différence avec le Muntagakeda que je viens juste de recevoir, oui, c'est qu'en fait, vous êtes rwandais, du coup, vous avez beaucoup plus d'incubateurs dans votre pays, qui permet peut-être plus d'accélérer beaucoup plus rapidement la croissance, alors que lui, il se bat lui-même pour aller de l'avant. Vous connaissez, on va dire, une accélération beaucoup plus rapide que les pays de l'Afrique de l'Ouest, en fait. Comment pouvez-vous, en fait, expliquer ces écarts, en fait, et vous, en tant que Rwandais aussi, est-ce que c'est grâce au gouvernement que vous avez avancé aussi vite, en fait? Et qu'est-ce que les autres pays africains peuvent faire pour s'inspirer de vous? Effectivement, en fait, le gouvernement fait beaucoup, dans le sens où, en fait, d'une part, ils encouragent l'innovation, ils encouragent les jeunes à penser plus loin, au-delà du fait de travailler pour des entreprises existantes, mais aussi à penser à concevoir, à penser à se mettre ensemble pour concevoir, mais en même temps, en fait, le gouvernement aussi, de manière très continue, met en place des politiques d'accompagnement qui, en fait, encouragent l'innovation. Mais en fait, ce que vous faites déjà à travers, vous savez, les médias, c'est quelque chose de très important et de très, comment je peux dire, quelquefois, le français nous joue des tours, par vous. Dans le sens où, en fait, ça réveille les autres. Le fait de réveiller, je suis sûr qu'en fait, les autres gouvernements, les autres pays et les autres citoyens africains et du monde peuvent s'en inspirer pour changer. Parce qu'en fait, c'est vrai, on a osé, le Rwanda ose. Le Rwanda est utilisé aujourd'hui comme incubateur de beaucoup de projets. Ça, c'est déjà un des éléments, mais quand vous regardez dans les médias, on a commencé à faire la distribution de banques de sang en utilisant des drones. Oui, c'est ce que j'avais vu. Le Rwanda, dans tout le pays, on n'utilise pas le système de transport par bus en payant. Chacun utilise une carte. C'est de la FinTech, du coup. Oui, c'est un autre start-up des jeunes Rwandais qui ont mis en place un système de paiement sur carte et paiement sur téléphone avec l'application NFC qui permet en fait de garder un écosystème très digital. Alors c'est ça qu'en fait, à travers les médias, ce que vous faites, ça va réveiller beaucoup de gens pour se dire quand même, il faut oser, il faut aller au-delà de cet aspect. Et ça permet en fait de se retrouver dans la globalisation réelle. Est-ce que du coup vous avez connu quand même des difficultés? Ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Quand on innove, quand on commence, il y a toujours des difficultés. Mais ce qui est intéressant, c'est s'accrocher. La consistance, s'accrocher, avoir confiance en soi-même. Je dis souvent aux gens, la première des choses que tu fais quand tu conçois ou tu innoves, il faut que tu y crois toi personnellement. Et que tu te dises, est-ce que ça va me servir aussi? Pas seulement dans le sens économique de pouvoir faire de l'argent, mais c'est se dire, si je veux faire la différence pour les autres, je fais partie des autres. Et ça change en fait la dynamique derrière pour vraiment se concentrer sur ça. Donc les obstacles, ça ne manque pas. Même dans le monde moderne, de tous les autres pays qui sont arrivés où ils sont aujourd'hui, ils ont traversé des moments durs. L'Europe a traversé des moments durs. L'Amérique a traversé des moments durs. L'Asie a connu le pire des situations, comme vous lisez dans l'histoire. Le Moyen-Orient traverse en ce moment des problèmes, des moments durs. Mais ce qui est important, c'est après ce moment, qu'est-ce que tu en fais? C'est se réveiller un bon matin pour dire, tiens, voilà, ce moment est passé. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois sortir de là et me relever. Vous savez, le pire des choses qu'on peut faire, c'est de tomber et de rester par terre. Mais quand on tombe et qu'on se relève, là, on devient beaucoup plus performant que celui qui est encore en train de marcher. Parce qu'on apprend. Il faut apprendre de ses échecs pour faire mieux la prochaine fois. Donc, ça ne manque pas. Ce n'est pas qu'en fait, ça a été l'aubaine pour le Rwanda que tout se fait automatiquement. Pas du tout.
on traverse des moments très difficiles. C'est très difficile pour beaucoup. Même rien que la localisation du pays, on est totalement enclavé. Donc, même en termes, je parlais tout à l'heure de matières premières, tout vient par avion, ça vient par conteneur. Du coup, ça peut être beaucoup sur vos coûts de production. Et donc, quelle stratégie vous avez mis en place pour... C'est de chercher des alternatives. Comme l'une des choses, l'industrie, c'est quelque chose qui, non seulement génère beaucoup d'emplois, et qui aide aussi à amener la valeur ajoutée. Mais un grand défi que le Rwanda a eu pendant les dernières quinzaines d'années, ça a été l'accès à l'électricité. Mais aujourd'hui, quand on regarde le rapport entre le nombre de zones électrifiées par kilomètre, on a fait un état d'avancement énorme. Parce qu'en fait, on a dû chercher des alternatives, passant de l'électricité habituelle pour qui passe par les barrages électriques. Mais ça, ce sont les personnes privées ou c'est plutôt les autorités publiques? C'est les deux. En fait, le modèle qui fait du Rwanda ce qu'il est aujourd'hui, c'est un modèle anglo-saxon qu'on appelle le PPP, c'est le Private Public Partnership. Donc, le gouvernement met en place des politiques d'accompagnement, policies, et après, ils encouragent les privés à investir. Et quand je dis le privé ne veut pas dire que c'est seulement le privé local. C'est le privé local important, tout comme ça peut être un investisseur étranger à 100%. Parce qu'en fait, on encourage tout investisseur à venir. Un cas typique qui encourage cet aspect, aujourd'hui au Rwanda, tout Africain entre sans besoin de demander un visa. Même les Européens, ils arrivent, mais ils peuvent avoir leur visa en arrivant. Donc, ça encourage et ça ne limite personne. Donc, il faut qu'on soit des vrais citoyens du monde. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on dépasse le seul fait de penser au Rwanda, de penser à l'Afrique, de penser à l'Europe. Il faut qu'on soit des citoyens du monde, qu'on soit ouvert à tout le monde. Parce que là, il y a des la mondialisation, forcément, il y a des interconnexions et des synergies aussi qui se créent. C'est ça. Et du coup, justement, pourquoi avez-vous choisi en particulier les téléphones mobiles, en fait? Quand vous regardez, juste à titre d'exemple, si je prends par exemple notre pays, on a 12 millions d'habitants. Mais quand on regarde la pénétration du smartphone, il ne représente que 15%. Mais si vous regardez les statistiques au niveau de l'Afrique, c'est la même chose. L'Afrique a 1,3 milliard d'habitants. Et quand vous regardez la pénétration du smartphone, on est encore très loin. On a du long chemin à faire, malgré qu'il y a la technologie. En France, ici, ce qu'on en sait, parce que moi je suis en école de commerce, quand en fait justement l'Afrique connaît une géniale courbe d'apprentissage, en fait, et que le taux de pénétration du mobile et d'Internet était beaucoup plus rapide en Afrique que dans le reste du monde. Et c'est pour ça en fait que c'est à partir de là qu'il y a eu la création justement du mobile banking. Et par exemple, Orange Money, en fait, c'est parti de l'Afrique. On l'a adapté en France ici justement. Mais ça ne veut pas dire qu'en fait, quand ils créent Orange Money, c'est pas parce qu'en fait on avait un taux de pénétration très fort. C'est parce qu'en fait on est utilisé comme incubateur de beaucoup de solutions. Parce qu'on a une grande population aussi. Et on a aussi des problèmes, même dans le fintech, qui est dans l'industrie financière, qui en fait des transactions étaient encore trop archaïques. Alors aujourd'hui, si vous regardez du point de vue statistique, les institutions financières ont pratiquement augmenté leurs revenus de manière très considérable à travers les mobile money. Parce qu'en fait, c'est une façon très rapide qui permet de faire des transactions rapides que l'aspect traditionnel des chèques et des guichets. Il y a un problème de taux de banque qui sont très faibles en Afrique en général. Exact. Si vous prenez, si aujourd'hui l'Afrique devait aller par le modèle des pays avancés à pouvoir mettre des machines à sous ATM dans tous les coins, mais ces machines à sous ont besoin d'électricité. Ces machines à sous ont besoin d'être approvisionnées en termes d'argent. Ces machines à sous ont besoin de sécurité. Ça coûte énormément cher en termes de déploiement. Mais avec le mobile money, chacun charge son téléphone à la maison, mais on est tous dans un écosystème financier qui nous permet de faire des transactions. C'est pour ça que ça marche. Justement, j'ai une question, parce que ce qui m'impressionne entre Montaga Keita et vous, en fait, c'est que je me dis, mais en fait, on va dire, vous avez peut-être 20 ans de plus que moi et de ma génération, mais en fait, comment vous avez... Non, on est de la même génération. Non, moi, j'accepte pas ça. Mais en fait, ce qui m'impressionne, c'est que je me dis, en fait, vous avez des idées qui sont percutantes, en fait. Je sais pas si c'est lié à votre maturité, ou c'est juste que, je sais pas, vous avez profité d'un instant, en fait, vous vous réveillez le matin, tiens, j'ai envie de faire ça. Parce que souvent, les gens de mon âge, on est là, oui, j'ai envie de faire ça comme entreprise, etc. Mais quand on commence à faire le business model, etc., on se rend compte que parfois, on manque de financement derrière, ou parfois, on manque d'expérience, ou parfois, on nous fait poireauter parce qu'on va avoir des experts qui nous disent, bah tiens, je vais t'aider, ou finalement,
soit tu dois mettre de l'argent sur la table, ou soit la personne elle attend quelque chose derrière en fait. Comment vous avez réussi en fait à avoir votre idée, à être convaincu de votre idée et de vous lancer là-dedans en fait? Est-ce que c'est lié à l'âge ou c'est plus parce que vous avez profité? Je pense pas que c'est l'âge en fait, c'est la compétition à outrance. On vit dans un pays en fait qui est motivé par la compétition. Donc il y a une très forte compétition, une compétition à tous les niveaux et à tous les niveaux. Donc ça ne sort pas de la jeunesse seulement, même dans la classe moyenne et jusque même chez les adultes. Donc ce qui fait qu'en fait, quand on se retrouve dans un pays qui traditionnellement a gagné ses revenus que dans l'agriculture, qui est enclavé, qui n'a pas eu toutes ces chances d'avoir des minerais, le pétrole et tout ce que tu veux, il faut penser au-delà de la manière habituelle. Donc comme disent les anglo-saxons, thinking outside the box. Donc il nous a été, certaines situations nous obligent à réfléchir beaucoup plus rapidement et à penser à faire bien les choses. Mais réfléchir vite et créer, ça ne veut pas dire qu'on fait tout seul. On regarde ce qui marche aussi ailleurs et on essaie d'améliorer, on essaie d'ajuster aussi suivant les circonstances de notre pays. Et du coup, dans votre vous avez de l'avance. En fait, c'est question de s'asseoir et de voir, oui, j'ai un problème spécifique, mais est-ce que je suis le seul à avoir connu ce genre de problème? C'est de voir si c'est dans l'économie, dans un domaine spécifique. Et quand on fait des recherches aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, ça existait dans un autre pays, peut-être européen ou asiatique. Et on lit beaucoup, on se dit, mais comment est-ce qu'ils ont fixé ce problème? Mais les circonstances dans leur pays ne veulent pas dire que c'est les mêmes dans les nôtres, mais on ajuste et en fait, on ne veut pas seulement créer la roue. C'est comment est-ce qu'améliorer son environnement en créant les choses qui rendent et qui nous facilitent la manière de vivre et qui nous permettent d'avancer de l'avant. Mais cela aussi s'accompagne d'une complémentarité. C'est de savoir si Montaga, comme vous avez parlé tout à l'heure, qui a créé quelque chose d'exceptionnel, mais c'est de voir, mais c'est vrai, il traverse, lui et sa société, aussi des difficultés. Alors c'est de se dire, à travers des échanges, des conversations, c'est pour se dire quelles sont ces difficultés qu'il a et voir comment est-ce que je peux trouver une solution à ces problèmes avant de penser à faire des solutions plus loin, alors qu'il y a des problèmes déjà qui sont là devant moi. Alors si on peut déjà avoir cette complémentarité de pays en pays et de continent en continent et de créer ces genres de relations, eh bien on ne peut qu'avancer de l'avant. Ouais. Justement, au niveau des incubateurs, en fait, parce que il y a quelque chose que j'ai un peu du mal à comprendre. En fait, il y a beaucoup de personnes qui sont talentueuses en Afrique, les jeunes, mais en fait, très peu connaissent le système des incubateurs, en fait, ou de participer à des concours pour gagner de l'argent, ne serait-ce qu'un petit montant pour commencer à faire tourner sa boîte, en fait. Comment ça se fait? En fait, il faut écouter les incubateurs. Il y a beaucoup de jeunes qui ont des talents énormes. Mais le grand problème qu'ils ont, c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas accès à, si je peux dire, à certaines personnes qui puissent ouvrir certaines portes, de la manière la plus simple. Alors, l'une des choses que j'aime bien aussi, c'est m'asseoir avec des gens et écouter. Alors, si on peut prendre cet aspect, si beaucoup d'entre nous pouvaient s'asseoir et écouter les autres, et surtout les jeunes qui ont des idées exceptionnelles, et investir avec eux. Ce n'est pas seulement investir dans eux, mais c'est créer des modèles de partenariat. Ouais, justement, c'est ce qu'il a fait Montaga Keita. Et c'est ça qui se passe aussi au Rwanda. Vous verrez qu'en fait, beaucoup de banques, par exemple, la plupart des logiciels ont été créés par des jeunes incubateurs. Et le gouvernement, ce qu'il a fait au Rwanda, a créé un building qui est en fait complètement occupé, en fait on appelle ça le Kela, qui est en fait occupé par les incubateurs qui ont des idées. Alors ils viennent tous les jours, viens avec ton ordinateur, tu as du Wi-Fi oui, c'est sur la bande passante à haut débit, ils font leurs recherches, ils font leurs tests, et puis ils discutent entre eux. Et par surprise, c'est comme ça qu'ils créent des applications. Et après, ils passent dans les entreprises, et c'est comme ça qu'ils sont rachetés. Par exemple, pour le cas de... il y a un groupe de jeunes qui ont créé une application similaire à Uber, qui travaille au Rwanda. Nous, on n'utilise pas Uber, mais on utilise ce qu'on appelle Move, qui est la même chose, qui est une géolocalisation et tout ça, des véhicules qui en fait, VW, quand ils sont venus ouvrir leur usine d'assemblage, ont trouvé l'idée extrêmement bonne et ils ont racheté leur solution qui est en fait associée maintenant à leur véhicule, et c'est ça qu'on utilise comme équivalent de Uber. D'accord. Il y a beaucoup de modèles de ce genre. Il y a certains qui vendent leurs solutions dans la téléphonie. Il y en a qui sont, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le transport. Dans l'école d'informatique aussi, par exemple, Andela pour les codages. Andela, oui, c'est ça. Ouais. Et justement, au niveau de la jeunesse, est-ce que vous trouvez que
comment dire, au niveau de la formation technique en fait, parce que certains, j'ai en fait discuté avec des gens qui viennent de la diaspora, qui sont rentrés pour montrer leur business. Ils disent que la première des choses en fait qui les freinent parfois, c'est le manque de formation technique en fait, pas théorique mais technique de la jeunesse sur place, et que du coup certains n'ont pas forcément le temps et l'énergie de les former, ou que parfois ils préfèrent aller faire des chasseurs de tête en fait à l'étranger pour les ramener sur place. Oui, en fait, c'est aussi un bon modèle parce qu'on l'a fait. Au Rwanda, on a fait beaucoup de chasseurs de tête pour des experts de différents pays du monde, mais aussi des experts du pays. Parce qu'en fait, quand vous regardez dans la diaspora, qui est de par le monde, il y a plein d'experts qui travaillent pour des grandes sociétés, pour des grandes boîtes, mais qui en fait ont peur de rentrer dans leur pays. Alors ce que le Rwanda a aussi fait pendant les dernières 10 ans, en fait les 10 dernières années, c'était d'organiser des colloques, de rencontres avec la diaspora, où en fait la diaspora venait échanger des idées, mais qui disaient ce qu'ils font de manière professionnelle. Et on leur a donné la facilité de rentrer au pays, mais en termes de vacances, chaque année. Mais c'est des vacances payées. D'accord, c'est le gouvernement qui met en place des vacances payées pour attirer la diaspora. Oui, mais en échange, ils viennent pour faire des formations pour d'autres. Ils viennent travailler à mi-temps. Et c'est intéressant pour la diaspora, des jeunes qui sont professionnels, qui ont des qualifications, qui ont des titres honorables, mais qui viennent et qui forment d'autres. C'est très intéressant parce que justement, je ne savais pas que ça existait, parce que un des sujets d'AEM, justement, c'était la fuite des cerveaux en Afrique. Donc, parce qu'on a remarqué que, par exemple, selon 2 experts de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, qui avait en 2006, il y a au moins entre 50 et 75% des pays africains, en fait. Il y a au moins 16 pays africains qui ont perdu entre 50% et 75% de leurs médecins qui sont formés. Et du coup, vous, qu'est-ce que vous pouvez dire, en fait, aux gens de la diaspora, en fait, qui veulent rentrer, mais en fait, qui sont toujours réticents aussi à rentrer, malgré la politique mise en place par le Rwanda? L'une des choses qu'il faut dire, que j'aimerais bien dire à la diaspora, c'est de ne pas avoir peur de rentrer. Il faut qu'on sorte de sa zone de confort. Parce que la zone de confort, quand on l'a, on peut y retourner quand on veut. En fait, il faut essayer de sortir un tout petit peu de sa zone de confort pour découvrir d'autres horizons. Mais après, on se rendra compte, en fait, c'est une illusion de là où on est. Et une fois parce qu'en fait, quand tu rentres avec un professionnalisme dans ce que tu fais, eh bien, ça ne te bloque pas de revenir si jamais tu es découragé. Donc, vaut mieux essayer. Mais il ne faut pas rester et ne jamais essayer, regretter de n'avoir pas essayé. Moi, c'est ça la logique. Et donc, en parlant de jeunesse et de transfert de connaissances, quelle place accordez-vous aux femmes au sein de l'industrie de la tech qui est souvent... Beaucoup. Je donne beaucoup de place. Moi, je vous donne un exemple simple. Nous employons, pour l'instant, depuis qu'on a commencé à l'usine, sur les 500 personnes sur les 2 usines qu'on a, 62% sont des femmes. Et quelle est la différence en termes d'apport en fait pour la boîte? Quelle est la différence entre ce que les femmes elles apportent et les hommes? Parce qu'elles sont plus attirées vers la résilience émotionnelle, les femmes. Vous savez, la technologie est l'un des secteurs qui en fait exceptionnel, qui crée en fait qui crée en fait ce rapprochement et permet d'avoir un système d'égalité entre les 2, hommes et femmes. Parce qu'en fait, c'est juste l'intelligence et le savoir-faire. Et l'homme et les femmes sont également aussi compétents. Il n'y a pas de doute. Quelquefois, on dit, par exemple, l'industrie lourde, quelquefois c'est difficile physiquement, mais la technologie et surtout le digital, c'est un domaine où en fait on ne devrait même pas avoir peur. Moi, je vous donne un exemple. On vient de recevoir le prix des Nations Unies il y a 4 jours, ce qu'on appelle le Sustainable Development Goal, qui était à Genève. Je venais de recevoir ce prix au nom de la société. Parce qu'en fait, l'un des critères qu'ils ont aussi observé, c'était le rapport hommes et femmes dans l'industrie, parce qu'en fait, nous, on emploie déjà 62%. Et puis, de deux, il y a aussi cet aspect qu'en fait, on emploie aussi des jeunes. Donc, la moyenne d'âge dans l'usine est entre 19 et 25 ans. Du coup, on va dire que les nouvelles entreprises, les nouvelles startups révolutionnaires en Afrique, en fait, sont plus orientées vers une jeunesse technophile, en fait. Et c'est pas seulement l'Afrique. Si je ne me trompe pas, il y a un rapport qui avait été fait par McKinsey en 2018 qui montre qu'en fait, en Asie, spécialement en Chine, la plupart des nouvelles sociétés digitales ont été fondées par des femmes. Et aussi, même en Indonésie, je crois 35% des revenus générés par des sociétés qui opèrent dans la technologie, le fintech, en fait, ont été fondés par des femmes.
Donc c'est prouvé, en fait. C'est un truc qu'on ne devrait même pas discuter. C'est là. Les gens doivent en fait faire confiance aux femmes parce qu'elles sont aussi compétentes que les hommes. Et ils le font très bien. D'accord. Et donc avez-vous un dernier message à faire passer aux gens? Parce que AEM, c'est une structure, en fait, une organisation à but non lucratif qui s'adresse aux jeunes, en fait, justement, qui sont intéressés par l'entrepreneuriat et qui voudraient plus tard se lancer là-dedans. En tant que mentor, qu'est-ce que vous pouvez dire à la jeunesse, en fait? À la jeunesse, en fait, ce que je dirais et que j'encouragerais beaucoup, c'est de demander à la jeunesse de continuer à penser à être autodépendant. C'est se faire soi-même. Parce qu'en fait, si tous les jeunes qui sont là peuvent penser dans le sens de travailler pour eux-mêmes, de s'associer, c'est très honorant d'une part, et de deux, en fait, ça change de la routine habituelle de pouvoir penser à travailler que pour les autres. Je ne décourage pas les jeunes à pouvoir travailler pour d'autres entreprises, mais je les encourage aujourd'hui à créer de l'emploi, parce qu'en fait, la population mondiale continue à grandir, et il faut qu'on aille au-delà du simple fait de pouvoir travailler pour d'autres. Donc il faut créer de l'emploi, il faut travailler pour soi-même et avoir confiance en soi-même. On a eu tous la même chance d'avoir été créés de la même façon, mais la seule différence, c'est les opportunités. Il faut créer ces opportunités. Merci. Merci à vous.